Merci beaucoup Geneviève, merci beaucoup. Merci à Roger également pour cette invitation. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est vrai que c'est un moment très agréable. On a partagé beaucoup de choses avec Roger, avec Geneviève, avec François là aussi qui est là. Il y a Philippe Vigouroux également qui est pas très loin. Et donc ça rappelle beaucoup de très beaux souvenirs, des combats qu'on a menés ensemble, certains qu'on a réussi, d'autres moins. Bon, c'est la vie. Et en tout état de cause, c'est vrai pour moi une grande fierté d'être dans un amphithéâtre où on parle de santé publique. C'est vrai que j'ai découvert la santé publique d'abord au travers de ma région qui avait un très beau CHU dont a parlé Geneviève, mais des déterminants de santé très tristes. Et où je voyais l'écart considérable qu'il y avait entre l'offre de soins et la santé publique. Et donc je m'étais dit qu'il y avait quand même un problème. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a fait cette proposition de m'occuper de la direction de la santé, avec, je dois le dire, au départ, pas beaucoup d'arguments pour être bien à l'aise dans le poste. Et puis au fur et à mesure, un engouement personnel pour la santé publique qui m'a sans doute donné quelques ailes. Et je dois le dire, aujourd'hui, je pense que ces deux mondes devraient être beaucoup plus associés, beaucoup plus décloisonnés. Le soin et la santé publique sont encore trop écartés. Je pense que ça fait partie des politiques publiques nationales. Et tout ce que je peux faire pour aller dans ce sens, je le fais. Donc aujourd'hui, je suis conseiller maître à la Cour des comptes, toujours dans le champ de la santé, dans ce qu'on appelle la 6e chambre qui s'occupe de santé, de protection sociale et de médico-sociale. Les travaux que je viens de faire dans le passé ont concerné un rapport sur les CHU. Et aujourd'hui, je travaille sur les EHPAD et sur les cliniques privées, puisque la loi de modernisation du système de santé a donné la compétence à la Cour pour aller travailler sur des établissements privés utilisant l'argent de l'assurance maladie. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à considérer dans ce domaine-là. Et puis je fais aussi des cours à Sciences Po, où je m'occupe du Master Global Health, un peu en lien avec les sujets que j'ai traités quand j'étais au conseil exécutif de l'OMS pendant ma période à la direction de la santé. Et je fais aussi des cours en santé publique. On m'a demandé de faire des cours à Lille et puis maintenant à Paris. Et je disais à Geneviève et Roger tout à l'heure que j'ai pu obtenir un agrément pour la Cour des comptes pour accueillir un interne de santé publique, ceci à côté de novembre de cette année. Donc j'ai un candidat déjà pour le premier semestre qui viendra d'Angers, donc c'est ouvert aux interchus également. Donc si vous avez des jeunes qui sont intéressés par venir travailler 6 mois à la Cour des comptes, n'hésitez pas. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de venir travailler à la Cour des comptes quand on s'occupe de santé publique? Eh bien justement parce qu'on fait à la Cour de l'évaluation des politiques publiques, et c'est un peu le sujet dont je pouvais vous parler aujourd'hui. Sachant que vous comprendrez, une fois la présentation terminée, qu'il n'est pas tout à fait surprenant qu'après mon parcours à la direction de la santé, j'ai choisi de pouvoir aller à la Cour des comptes, puisqu'en réalité, j'ai utilisé du matériau qui est produit par la Cour des comptes pour faire avancer les sujets de santé publique dont j'avais la responsabilité pendant cette période de direction de la santé. Alors, il faut savoir que les organismes d'audit, en anglais on dit Supreme Audit Court, pour l'équivalent de Cour des comptes, sont nombreux dans le monde, il y en a dans tous les pays en réalité, et ils s'unissent au travers d'organisations internationales, et ils essayent de donner des définitions à un certain nombre de leurs activités. Donc l'évaluation des politiques publiques par les organismes de contrôle ou d'audit est quelque chose de tout à fait commun, avec donc des tentatives d'homogénéisation des processus, et donc par là même de définition de ce qui est fait. Et donc vous avez ici une définition, celle-là elle est internationale, il y en a des tas d'autres, qui est de savoir pourquoi on fait de l'évaluation des politiques publiques. En réalité, quand on regarde notre organisation, que j'ai essayé de synthétiser ici, qui est l'organisation de la santé en France, la Cour des comptes va prendre sa part beaucoup en aval de ce qui est produit, donc plutôt de l'évaluation ex post, pour rentrer dans une logique qui est une logique qu'on verra, qui combine aussi bien le respect des objectifs, mais aussi les qualités d'efficience, d'efficacité et d'impact. La Cour des comptes, évidemment, se préoccupe de l'utilisation de l'argent des Français, et donc par là même, elle rentre assez régulièrement dans une logique qui est comptable, budgétaire ou financière,
mais en fait, quand elle fait de l'évaluation des politiques publiques, elle rentre aussi dans les résultats réellement obtenus sur les sujets qu'elle a à traiter. Alors, on va traiter très spécifiquement, à titre d'exemple, toute la politique sur le tabagisme. Vous verrez que c'est assez intéressant, mais évidemment, ça concerne des tas d'autres politiques publiques, évidemment, hors champ santé également, et je vous ferai une petite présentation de ce que sont ces politiques publiques. En fait, le ministère de la Santé, quand il travaille avec des organisations qui font de l'expertise. Vous les connaissez bien, ça peut être des agences, ça peut être le Haut Conseil de santé publique, quand on parle de santé publique. Ça peut être différents types de structures qui répondent à ces enjeux, et ça peut être des organismes de recherche. C'est d'ailleurs un vrai sujet qui est celui de la proximité des organisations de recherche et de leur transfert en termes de connaissances vers les politiques publiques. C'est un sujet, je pense, qui n'est pas bien encore organisé dans notre pays, mais ça peut être aussi les retours d'évaluation quand ils sont faits, par exemple, par l'Inspection générale des affaires sociales ou par la Cour des comptes ou par d'autres, le Haut Conseil faisant lui aussi de l'évaluation. Donc normalement, les organisations gouvernementales travaillent par proposition de normes, des textes de loi, leurs applications, ou par des propositions de plans ou de programmes. On appelle pour nous des plans de santé publique, plus de 30 en France, certainement trop, et plus de 50 objectifs par plan, c'est beaucoup trop d'objectifs, et probablement pas tout à fait les moyens en regard, mais c'est aussi ça qui est amené à être évalué. Ceux qui appliquent ces plans, ces programmes, vous les connaissez, c'est les agences régionales de santé, l'assurance maladie, les organisations de type agence également, et d'autres. Alors en fait, la Cour des comptes, elle a plusieurs missions, je ne vais pas les raconter ici parce que ce n'est pas l'objet, mais juste pour savoir que ces 4 missions en fait ont des intersections fortes, que ce soit le contrôle juridictionnel, qui peut se transformer en contentieux et avec un transfert au pénal lorsqu'il y a des abus qui sont très clairement identifiés, du contrôle ou de l'examen de gestion de comptes, ou de la certification des comptes, et en particulier les comptes de l'État. Très récemment a été rendue, par exemple, la certification avec réserve des comptes de l'assurance maladie. Et puis le 4e métier, qui est l'évaluation des politiques publiques, qui est plus récent, qui a été donné par la Constitution en 2008, et qui est aujourd'hui sans doute un métier qui doit se développer, y compris d'ailleurs avec cette mission d'information du citoyen. C'est assez intéressant de voir que dans le contexte des Gilets jaunes, par exemple, il y a eu, ce qui n'est pas un nombre gigantesque, compte tenu des contributions qu'il y a eu pour le grand débat, il y a eu 1700 contributions qui ont interpellé directement la capacité à faire ou à ne pas faire de la Cour des comptes, avec des demandes assez excessives, comme le fait que la Cour des comptes aurait le droit de faire défaire un ministre, de le faire démissionner parce qu'il ne rendait pas les comptes qui étaient demandés, ou d'avoir des punitions extrêmement élevées. Alors, aujourd'hui, les seuls moments où il y a une vraie punition qui est adoptée ou qui est utilisée par la Cour des comptes, ce sont les contrôles juridictionnels, où il peut y avoir des pénalités qui ne sont alors pas forcément très élevées. Et là aussi, il y a des demandes qui ont été formulées de donner des peines qui soient beaucoup plus fortes sur le plan financier. Mais le plus souvent, la Cour procède par des recommandations, et les débats enregistraient l'idée que ces recommandations, on ne savait pas ce qu'elles devenaient. Donc sachez que ces recommandations sont très suivies par la Cour elle-même. Alors bien sûr, si avec la Cour qui les suivait, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais elles sont suivies et donc de façon annuelle, parce qu'en fait, elles donnent lieu à des évolutions du système. Là, en l'occurrence, pour nous, le système de santé, qui sont tout à fait significatives. Pour la chambre dans laquelle je travaille, 60% des recommandations sont suivies pleinement ou partiellement. Donc, ce qui est quand même un assez gros chiffre quand on prend, par exemple, les recommandations des sociétés savantes. Et quand on dit qu'elles sont totalement suivies ou partiellement suivies, on peut ne pas s'étonner qu'elles soient que partiellement suivies parfois, parce qu'elles sont soit pas tout à fait indispensables, ce n'est pas forcément toujours des recommandations majeures, parfois elles ne sont pas non plus tout à fait intelligentes, tout le monde a le droit de se tromper, mais en l'occurrence on voit qu'en grande partie ces recommandations sont suivies des faits, et donc ça c'est un point qui est évidemment très important. Alors qui fait de l'évaluation en santé?
Je l'ai dit, le Haut Conseil de santé publique, les agences sanitaires, la Haute Autorité de santé, une entité qui est moins repérée, qui est France Stratégie, qui est en fait une officine du Premier ministre, l'Inspection générale des affaires sociales, les équipes de recherche, des prestataires associatifs ou privés et d'autres. En réalité, je n'ai pas eu vocation ici à être exhaustif, mais pour insister sur 2 ou 3 points importants. La Cour des comptes, à la différence de beaucoup de ces organisations, sauf la Haute Autorité de santé, est indépendante. Mais quand on dit que la Haute Autorité de santé est indépendante, c'est une indépendance qui est toute relative au sens des politiques publiques. Là où la Cour des comptes est totalement indépendante, c'est qu'elle ne rend compte à personne, si ce n'est aux Français. En tout état de cause, elle n'est pas sous l'influence du gouvernement ou sous l'influence de l'exécutif de la présidence de la République. Donc elle n'est pas non plus sous l'influence du Parlement. Donc elle ne répond en réalité qu'à elle-même. Et donc la plupart des travaux que fait la Cour des comptes sont des autosaisines. Elle se saisit d'un sujet qu'elle considère pertinent, soit au regard de la fréquence de vérification dont tel organisme a bénéficié ou non, soit parce que le sujet est d'importance sur le plan des orientations des politiques publiques, soit pour des phénomènes qui sont des phénomènes de dénonciation. Beaucoup de travaux de la Cour démarrent en raison de dénonciation. Et en particulier, les organisations territoriales, qu'on appelle les chambres régionales des comptes, qui sont des juridictions indépendantes aussi. Chacune de ces juridictions est indépendante de l'une de l'autre. Il y en a en France 13 pour ce qui est des régions. Donc la partie qui est à Paris et qui est, la Cour des comptes. Chacune d'entre elles est totalement indépendante et donc ne rend compte à aucun pouvoir. C'est pour ça que ce sont des juridictions, puisqu'en réalité c'est l'esprit de la magistrature et donc de l'indépendance du juge. En fait, la Cour peut aussi travailler avec le Parlement, et on verra que les rapports qui ont été faits en santé se sont inscrits ou non dans cette démarche, par un accord de travail avec l'Assemblée nationale ou avec le Sénat, et donc elle met à son programme, dans le cadre de l'application des responsabilités qui sont la sienne, un sujet qui a été choisi de façon convergente. Quand elle rend un travail pour l'Assemblée nationale ou le Sénat, elle le rend dans un délai qui est considéré comme court, qui est d'1 an, avec aussi bien le travail préparatoire, le travail d'enquête et de contrôle, la phase contradictoire et la restitution des travaux sur le forme d'un rapport. Donc elle a 1 an jour pour rendre ses travaux. L'autre point qui est important, c'est le travail de l'Assemblée nationale, qui elle-même a un comité d'évaluation et de contrôle, et ça depuis à peu près la même période. Et donc cette CEC rend compte aussi d'un certain nombre de politiques publiques et de travaux qui permettent de faire évoluer l'implication des politiques dans un certain nombre de sujets. Alors qu'est-ce qu'on évalue en santé? Il y a les lois. Vous avez vu récemment le rapport qui a pu être fait par différentes organisations. Je ne l'ai pas mentionné, mais par exemple, le Conseil consultatif national d'éthique a aussi rendu un rapport sur les lois de bioéthique. Toute loi a vocation à un moment donné à être examinée et à faire l'objet d'une évaluation. Les plans, que ce soit des plans de santé publique ou d'autres organisations, des programmes, etc. Pour le législateur, donc la partie parlementaire du dossier, l'évaluation est importante et normalement elle comporte 2 types de volets. Un volet qui est un volet ex ante, c'est-à-dire avant la loi. Et théoriquement, chaque loi doit faire l'objet d'une étude dite d'impact, qui est de mesurer la réalité de la transformation de la société que tel sujet législatif porte. Ce n'est pas toujours fait ou ce n'est pas toujours très bien fait, pour être assez honnête. Très souvent parce que le temps est manquant pour arriver à développer une étude d'impact correcte. Et donc une phase qui est une phase considérée comme ex post, qui est de regarder ce que réellement la loi a transformé et en quoi elle a été bénéfique pour aussi bien d'ailleurs le sujet concerné que les comptes publics. Et là aussi, il y a beaucoup de choses qui malheureusement ne passent pas par ce prisme, qui est un prisme très, très important d'analyse des politiques publiques. Qu'est-ce qui a été du domaine de la santé pour les dernières années? Peu de choses en réalité. Et le premier constat qui peut être fait, c'est que, et on verra en partie pourquoi, l'évaluation des politiques publiques n'est finalement pas un sujet fréquemment porté par la Cour des comptes. Vraisemblablement
parce que c'est un travail très lourd, qu'il prend beaucoup de ressources et dont la méthodologie est sans doute aujourd'hui trop élaborée. Et il y a un souhait qui est un souhait de faciliter les évaluations et de passer par des enquêtes évaluatives plus que par des évaluations en tant que telles. Quand on regarde les sujets qui sont portés là depuis 2011, on voit que c'est quand même un nombre assez limité pour couvrir toutes ces années, et avec des sujets qui sont évidemment pour nous importants, comme celui de la lutte contre le tabagisme, ou plus récemment, en janvier 2018, la politique en direction des personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme, et puis d'autres qui nous concernent moins, comme les aides de l'État à l'accession à la propriété, et d'autres qui sont intermédiaires, comme par exemple la régulation des jeux d'argent et de hasard. Mais c'est des sujets, vous voyez, très variables, qui concernent évidemment les différentes chambres de la Cour qui portent l'ensemble des politiques publiques. Donc celle-là, elle a été faite, celle du tabac et celle de l'autisme ont été faites à la demande du Parlement. Quand on dit à la demande du Parlement, je vous l'ai dit, en réalité, par le jeu même de l'indépendance, c'est un travail qui est concerté. Et puis des évaluations d'autosaisine, vous voyez qu'il y en a encore moins, et une qui est tout à fait emblématique également, qui est celle des politiques de l'alcool ou de la consommation abusive d'alcool. Alors vous voyez que tout de suite, il y a un point qui est important, et on verra que dans les résultats, ça compte certainement, c'est que le fait qu'une demande soit formulée par le Parlement a probablement plus d'impact. Alors, donc pour les 2 années qui viennent, il y a 4 enquêtes évaluatives avec cette idée d'alléger, et je vous indiquerai tout à l'heure sur quoi ce processus a été allégé, qui sont proposées. Une qui est en cours, enfin 2 qui sont en 3 même qui sont en cours, une qui est presque finie, qui est la prévention et la prise en charge du VIH, 2 qui sont en cours, qui sont la lutte contre l'obésité et la psychiatrie, et enfin une qui est en programmation, qui est la santé des enfants. L'idée est d'alléger le dispositif pour arriver à aller plus vite et présenter plus de travaux sur l'évaluation de ces politiques. Alors le premier point, et donc là on va rentrer un peu dans la méthodologie sans aller trop profondément parce que ce n'est pas ce que vous attendez en principal, mais juste pour indiquer pourquoi finalement ces travaux ne vont pas assez vite, hein, c'est qu'ils répondent à beaucoup de critères et parfois ces critères, et là ça a une importance pour nous, ne sont pas forcément si simples à identifier et à obtenir pour pouvoir répondre à la notion d'évaluabilité d'une politique publique. Notamment dans la conception, le fait que la conception et la politique publique soient clairement identifiables, soient capables de dire de quoi on parle. Je vais donner un exemple qui est hors champ santé, qui est par exemple la politique de la ville. C'est assez compliqué, les gouvernements se succédant, d'identifier un thème commun qui est la politique de la ville. Les items d'amélioration changent en fonction des couleurs politiques et des personnes qui ont pris en charge le sujet. Et donc, au bout de la route, faire une évaluation de politique publique qu'on n'identifie pas de façon très claire s'avère en réalité impossible. Et donc, dans ces cas-là, les champs se resserrent et ils vont regarder, par exemple, l'amélioration de la sécurité en zone urbaine. Ils vont prendre des points qui sont des points beaucoup plus spécifiques et qui finalement ne sont pas aussi intéressants que pourrait l'être une rénovation, une révolution de la politique de la ville. Comme on parle de champ politique, les objectifs des politiques ne sont pas toujours très clairs. D'ailleurs, ils font parfois l'unanimité en n'étant pas clairs. Et donc, ils identifient des sujets, et ces sujets peuvent être susceptibles de donner un vote majoritaire. Et donc, on rentre à ce moment-là dans des ambiguïtés quant aux objectifs qui deviennent difficiles à définir et difficilement reconnus, surtout a posteriori. C'est pour ça que, typiquement, normalement, les mesures de politique publique qui sont prises devraient être accompagnées d'une définition assez claire des objectifs, que ces objectifs soient lisibles, que les modalités d'évaluation soient déjà prévues, et c'est théoriquement ce qu'on appelle les enjeux d'un impact, et donc d'un travail préalable à la mise en place d'une loi ou d'une réorganisation de politique publique. Et enfin, pour terminer, dans ces critères d'évaluabilité qui correspondent à la conception, les résultats doivent pouvoir être mesurables. Or, si vous ne savez pas ce
ce que vous indiquez comme organisation, comme champ politique, comme champ d'amélioration, il va être évidemment assez difficile de mesurer ce que vous avez eu comme résultat. Donc on a là une difficulté qui explique aussi un faible nombre de champs qui ont été vraiment évalués avec les outils de la Cour des comptes. L'utilisation de l'évaluation ensuite, c'est-à-dire pourquoi faire une évaluation? Eh bien, il faut que l'utilisation de l'évaluation puisse faire elle-même l'objet d'amélioration. S'il n'y a pas de potentiel d'amélioration, pourquoi faire une évaluation? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et en toute logique, ce potentiel d'amélioration doit pouvoir faire l'objet d'un débat public de telle sorte qu'il puisse alimenter une rénovation, une amélioration des politiques publiques. Bref, tous ces éléments-là ne sont pas toujours présents, et donc un certain nombre de sujets, après avoir été préparés dans ce qu'on appelle une note de faisabilité, se sont avérés comme ne pouvant pas être directement évalués dans le cadre des évaluations faites par la Cour des comptes. Dans le cadre de ces évaluations de politique publique de la Cour des comptes, il y a toujours un volet financier et budgétaire, puisque en tout cas présupposé comme tel, puisque, comme je l'ai indiqué au début, cette organisation a pour objectif l'utilisation, la bonne utilisation de l'argent des Français, donc des budgets publics. Et s'il y a des organisations privées, c'est parce qu'elles utilisent des moyens publics, par exemple, je disais, les EHPAD ou les cliniques privées qui utilisent l'argent de l'assurance maladie. Alors, à la fin d'un travail d'évaluation, on a un classique rapport d'évaluation qui présente à la fois les objectifs de cette évaluation, les différentes méthodes, avec les sources de données qui ont été utilisées, un certain nombre de choix d'informations complémentaires, je vais y revenir, les opinions de différentes parties prenantes, on verra quel dispositif est utilisé pour pouvoir en rendre compte, et les différents aspects de cette politique publique, aussi bien ses objectifs, la pertinence, l'efficience, etc. Donc, normalement, l'appréciation qui est portée est globale. Elle concerne aussi bien la cohérence de la politique publique, son efficacité, la façon dont les moyens ont été utilisés, et, comme je viens de l'indiquer, les différents éléments rendant compte, finalement, du débat, quelque part, qui a été généré par cette évaluation. Donc, on peut rapporter les différents items, que ce soit l'utilité, l'efficacité, l'efficience, l'effectivité ou l'impact, aux relations qui peuvent exister entre les résultats mesurés et les différents objectifs qui ont été installés initialement pour faire cette évaluation de politique publique. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Alors, la Cour fonctionne toujours de la même manière, et en ça, elle n'est pas non plus exceptionnellement spécifique. On retrouve ce type de processus dans le cadre d'autres organisations qui font l'évaluation de politique publique, je pense à l'IGAS ou au Conseil de santé publique. Une fois la phase d'instruction passée, on a des éléments de conclusion provisoire qui sont présentés aux parties en contradiction. Peut-être la différence avec les organisations précitées, quoique ceci puisse varier en fonction des sujets portés, c'est le caractère de contradiction écrite qui est répertorié dans le cadre du document final. Et puis aussi quelque chose qui est sans doute une méthodologie assez commune aux organisations, mais qui est très ancré dans l'esprit de chaque chambre de la Cour des comptes, c'est l'esprit de collégialité. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites votre restitution de conclusions, elles ne valent que par leur caractère initial et temporaire, et elles ne sont consolidées qu'après la phase de collégialité, qui est une réunion de la Chambre impliquant ce qu'on appelle la maîtrise, donc les différents magistrats de la Chambre, et une discussion est faite sur chacun des items qui vient de ce rapport. D'ailleurs, pas forcément pour un rapport d'évaluation de politique publique, mais tout rapport qui est fait au sein de la Chambre. Une fois cette délibération portée, donc on est beaucoup dans l'esprit collégial, la contradiction est envoyée par écrit, et souvent pas le rapport dans son intégralité, mais les segments qui concernent les différentes organisations qui sont impliquées dans cette contradiction. Et puis une fois que la contradiction revient, chaque élément contredit
de façon écrite, est intégré dans le rapport final avant qu'il soit rendu public. Et en particulier, il est rendu public vis-à-vis du Parlement avant d'être rendu public de façon médiatique. Beaucoup de sources sont utilisées, elles sont malheureusement, mais vous le savez bien, multiples, pas toujours concordantes avec des indicateurs variables. C'est typiquement les informations qui ont pu être obtenues sur le coût social du tabac ou de l'alcool, où les résultats sont assez variables en fonction des périmètres choisis en termes d'impact. Le coût sanitaire n'est déjà pas toujours facile à circonscrire, le coût social, vous imaginez, sans difficulté. Les sources de données sont des sources de données pour ce qui concerne les champs santé assez classiques, je ne le détaille pas, et avec une difficulté qui est assez propre à ces enquêtes, qui sont des enquêtes itératives, c'est le caractère récurrent ou non de ces enquêtes, avec parfois des temps qui sont assez importants, qui espacent, par exemple, les enquêtes qui sont faites au cours de la journée nationale pour les jeunes qui font leur journée d'appel, ou par d'autres types d'organisations qui font des enquêtes sur les drogues et les addictions ou le tabagisme. Un des résultats nets de ce travail qui a été fait sur le tabagisme a été de rendre le baromètre santé-tabac annuel, et ça a été une très bonne décision de Santé publique France que de décider de pouvoir restituer l'information de façon annuelle, ce qui permet effectivement de mesurer la trajectoire et d'être certain qu'on est dans le bon sens. Les comparaisons internationales sont devenues de plus en plus systématiques. Elles sont devenues tout à fait indispensables, y compris sur le volet du coût et des moyens impliqués sur les différentes politiques publiques. Vous le savez, par rapport aux pays de l'OCDE, en matière de prévention, on est plutôt mal classé. On est 20e sur les 38 pays de l'OCDE. Et donc on a un retard qui est devenu assez important sur l'investissement qui est fait par citoyens. Et certainement, une partie du manque de résultats qu'on peut observer aujourd'hui est liée à cela. Des travaux annexes sont faits, je ne rentre pas dans les détails, et je termine pour la partie méthodologie par ce qu'on appelle le comité d'accompagnement, qui est un comité ad hoc fait pour chacun des rapports, qui concerne des parties prenantes. Alors, je parlais tout à l'heure de la politique de la ville, ils organisent des comités de parties prenantes pour un sujet comme celui-là. Pour le tabac, l'alcool ou l'autisme, sont des comités qui ont été importants et donc qui mêlent des avis qui sont des avis non convergents d'experts ou de parties prenantes, des associations ou autres, et qui donc sont associés aux différentes phases du rapport dont j'ai parlé tout à l'heure. Normalement, ils doivent donner lieu à un débat contradictoire qui nourrit ces éléments qui sont des éléments compliqués, comme on le sait dans le cadre des orientations de santé publique où finalement si on prend juste l'intérêt des buralistes et l'intérêt des acteurs de santé publique, on imagine sans difficulté le caractère contradictoire des débats qui peuvent s'en suivre. Alors, pour venir à la partie un peu plus charnue de cette présentation, qui est au fond ça donne quoi et on s'en sert comment, je vais commencer par deux sujets qui sont très importants pour nous, qui sont le tabac et l'alcool. Et puis je terminerai par un sujet qui n'est pas celui d'un rapport dit d'évaluation de politique publique, mais qui a été un rapport plus classique de la Cour des comptes et qui m'a aussi beaucoup rendu service, qui est celui sur la vaccination. Alors, le sujet tabac et alcool, il est très intéressant puisqu'en fait on retrouve les mêmes contradictions de sujets non continus de la politique menée, de difficultés de rencontres de monde très lobbyistes avec des intérêts industriels ou autres qui sont importants et qui viennent jouer comme un contradicteur permanent sur la question de la santé. Je ne reviens pas sur les budgets de santé dérisoires, mais qui font partie du paysage. Pour mémoire, les dépenses en santé, en prévention, tout confondu, y compris les dépenses médicamenteuses en France, sont de l'ordre de 17 milliards d'euros pour des produits de santé et des actions de santé qui avoisinent les 300 milliards d'euros. Donc on voit qu'on a un ratio en termes de dépenses de prévention qui est extrêmement modeste. Alors ce qui est intéressant de prendre le tabac et l'alcool, c'est qu'ils vont donner lieu à des résultats assez différents aujourd'hui. Une politique sur le tabagisme qui a permis de réellement renforcer des actions de santé publique en faveur des Français.
et des actions sur l'alcool qui sont aujourd'hui totalement manquantes. Et vous vous souvenez, avec un point de départ initial qui n'est pas le même, une commande qui n'a pas été la même faite par l'État ou pas. Alors pour le tabac, c'est plus vieux, donc on a un premier rapport qui est fait en 2012 et qui donne quelques enseignements majeurs. Je n'ai pas pris l'ensemble des recommandations, il y a 32 recommandations dans ce rapport, méritent d'être regardées une à une, puisqu'en réalité elles ont quasiment toutes été appliquées comme on va le voir. Donc, le premier enseignement, c'était le manque de connaissance du sujet, c'est-à-dire l'absence d'appréhension à cette époque-là, pas évidemment pour les spécialistes de la santé publique, mais pour ceux qui étaient des contemporains, des Français, d'un risque majeur pour la santé, majeur en termes de volume, avec des comparaisons qui ont été prises à l'époque un avion de 200 places qui s'écroule ou qui s'effondre ou qui se crache tous les jours, et donc un nombre de décès annuels tout à fait conséquent. Et puis des populations qui s'aggravaient comme les jeunes et les femmes qui étaient visées très spécifiquement par l'industrie du tabac. Et on a vu à l'époque, en particulier pour ce qui était des emballages et de la présentation des paquets de cigarettes, une féminisation majeure des présentations. Une volonté de l'État qui n'était pas structurée par rapport à la lutte contre le tabagisme, des moyens très très mal mobilisés, en troisième enseignement, avec un capteur des moyens de l'État qui étaient les buralistes en réalité, et chaque hausse de prix du tabac était compensée à l'époque, et je pense l'est encore, par des moyens supplémentaires donnés aux buralistes, qui fait que dans la période concernée, la progression des chiffres d'affaires des buralistes a été doublée, et ceci de façon tout à fait majeure. Et puis une perte très importante des capacités de contrôle, qu'on a essayé d'ailleurs de renforcer ensuite, notamment sur le contrôle des pièces d'identité des acheteurs de cigarettes, mais qui est restée, qui à l'époque était tout à fait insuffisante, voire inexistante, et dont je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui elle ait été beaucoup renforcée. Alors la Cour indique à l'époque, en 2012, 3 grandes orientations. Le premier, c'est de mettre en place un programme national qui permette de conduire à terme à une mutation majeure des représentations du tabagisme. Deuxièmement, d'appliquer la Convention cadre de l'OMS. Et ça, c'est un point tout à fait important, qui est que au niveau mondial, la première Convention cadre portée par l'Organisation mondiale de la santé était celle relative à la lutte contre le tabagisme. Et vous savez que c'est cette Convention cadre qui a donné lieu progressivement à du droit dur, puisqu'on peut parler là de droit mou ou de normes molles. Et le premier droit dur qui finalement s'est imposé ensuite à nous, c'est quand même celui de la législation européenne, donc ça a été les directives européennes contre le tabagisme. En sachant qu'il faut garder à l'esprit que c'est probablement la directive tabac qui a été la plus lobbyée de toutes les directives qui sont passées, puisqu'il y a eu plus d'1,8 million € de dépensés en lobby pour 160 lobbyistes professionnels pour la seule organisation du tabac qui est Philip Morris. Donc une industrie, sans jeu de mots, du lobby au niveau de Bruxelles. Donc un soutien très fort à la lutte contre le tabagisme tel que porté par la Convention cadre, et en particulier des actions propres à la Convention cadre, notamment le suivi de la traçabilité des produits du tabac, qui était demandé par la Convention cadre et qui s'installe seulement maintenant. Donc c'est je crois que ce sera l'année prochaine que la traçabilité sera effectivement implémentée au niveau européen, mais les applications de la directive se sont décomposées en plusieurs vagues, et la vague sur la traçabilité n'est intervenue que très récemment. Et pour avoir défendu avec les douanes l'idée d'un organisme indépendant pour mesurer la fraude et donc le marché parallèle en matière de tabac, au départ, l'organisme qui était chargé de mesurer ça, donc de prendre les informations, était un organisme qui avait été proposé par l'industrie du tabac elle-même. Et donc il nous a fallu beaucoup batailler à Bruxelles pour avoir un organisme totalement indépendant et qui puisse renseigner sur la traçabilité, indépendamment évidemment des industriels dont on pouvait penser, on peut toujours le penser, qui sont eux-mêmes en responsabilité du marché parallèle.
Il a fallu pratiquement menacer les représentants de la Commission européenne pour leur dire qu'ils auraient des comptes à rendre devant les citoyens européens dans 5 ou 10 ans s'ils ne rendaient pas justice à ce type d'organisation et donc s'ils prévoyaient une organisation qui, d'une manière ou d'une autre, avait été financée par l'industrie du tabac. Et dans le cadre de cette ratification, le rapport propose des actions qui soient des actions clés comme la poursuite du trafic et l'introduction du premier paquet neutre, en sachant qu'à l'époque, seule l'Australie avait mis en place ce paquet neutre et qu'il avait des effets qui étaient perceptibles, encore que sur le plan des statistiques, ça restait encore modeste puisqu'on était au tout début. Et donc en 2016, donc 4 ans après ce premier rapport, ils refont un rapport d'évaluation de la politique publique qui a été menée. Et donc en 2016, alors même que, vous le savez, la loi qui a introduit le paquet neutre et un certain nombre des mesures dont j'ai parlé, finalement, n'aura été promulguée que janvier 2016, la loi de modernisation du système de santé, il constate qu'effectivement, le PNRT qui a été mis en place dès 2014, dans le cadre du plan cancer, il constate qu'effectivement, des décisions ont été prises qui vont dans le bon sens, et il rappelle les 3 axes qui sont les 3 axes dont je vais vous donner quelques illustrations très rapidement. Donc, ce programme national de réduction du tabagisme inclus dans le plan cancer 3 fait l'objet d'une traduction anglo-saxonne, c'est pour ça que j'ai mis la page de titre en anglais, et elle a été reprise évidemment dans le cadre des accomplissements de la Convention cadre. Je rappelle ici qu'il n'y a pas de programme national de réduction du tabagisme sans la directive européenne. C'est vraiment très important, y compris le paquet neutre est porté par la directive européenne comme une option. Elle a été déclinée par la France, mais elle est incluse dans la directive européenne, ce qui évite de se mettre dans une situation de contentieux potentiel, bien sûr qui n'ont pas manqué avec l'industrie du tabac. À l'époque, le programme est extrêmement ambitieux, puisqu'il propose de réduire sur une période de 10 ans de 10% le tabagisme quotidien, c'est-à-dire en réalité 33 et quelques % de la population française, et donc une réduction de plusieurs millions de fumeurs. Donc sur 10 ans, 20%, pardon, et donc sur 5 ans, 10%. On verra tout à l'heure que les chiffres actuels rendent probablement compte de cet objectif, et donc c'est plutôt très satisfaisant. Je ne détaille pas les coûts sociaux ou les coûts sanitaires, vous voyez qu'on est dans les chiffres en dizaines de milliards d'euros, et c'est important de les avoir à l'esprit par rapport au coût d'un certain nombre de mesures qui ont été implémentées. Donc, premier axe très important, c'est d'éviter d'entrer dans le tabac, et donc c'est l'action du paquet neutre. Je rappelle juste ici l'importance de mesurer ce qui est fait et de contrôler et de faire de l'évaluation, et cette évaluation, elle peut bénéficier de contributeurs de différents horizons. Ici, donc, l'étude d'EPIC de l'INSERM, qui montre effectivement la diminution de la pénétrance du tabac chez les plus jeunes, et en particulier chez les jeunes filles, juste après, donc il y a une étude avant-après, donc juste après l'introduction du paquet neutre en France, et donc une étude récente et qui sera suivie évidemment au fur et à mesure du développement de cette mesure. Donc un axe qui était d'éviter l'entrée des jeunes dans le tabac, et donc ceci était accompagné d'autres mesures qui d'ailleurs étaient demandées par la Cour des comptes, comme l'exposition des plus jeunes. Et donc vous avez eu des textes sur l'interdiction de fumer en voiture, l'interdiction du tabac dans les espaces de jeu, etc. Je ne détaille pas. Mais de façon très intéressante, dans les différentes recommandations, on trouve beaucoup des mesures qui étaient proposées par la Cour. Et ceci de façon tout à fait naturelle, et il n'y a pas de mystère là-dedans. C'est que quand j'ai préparé avec la direction de la santé pour la ministre un programme national de réduction du tabagisme, on a eu un document qui était un document source à la fois documenté avec des éléments factuels d'impact sur la santé, donc qui était finalement un thésaurus de connaissances, et puis des mesures qui permettaient d'enrayer, à condition de les appliquer, cette problématique de santé publique. Donc un outil très pratique pour l'utilisateur en responsabilité des politiques publiques.
Deuxième grand axe, c'est aider les fumeurs à quitter le tabagisme. Donc là, il y a eu aussi des propositions de la Cour qui étaient notamment le remboursement des substituts nicotiniques, le fait de favoriser alors à la fois le remboursement forfaitaire, mais aussi le fait de le faire rentrer dans le système assurantiel de routine, c'est-à-dire le remboursement du médicament. Entre guillemets, il a fallu encore quelques années pour que ça se fasse, mais ça a finalement abouti, parce qu'il a fallu, dans l'intervalle, solliciter des laboratoires qui soient d'accord pour pouvoir s'intéresser à un produit susceptible d'être rentable pour eux. On imagine le type de démarche. Et puis surtout, quelque chose qui était très important, et ça tourne autour de l'idée de changement de conception vis-à-vis du tabac, qui était finalement, et c'est un modèle qui était repris par la Cour des comptes et qui était la façon dont la politique publique avait été menée en Angleterre, qui était d'associer l'ensemble des professionnels de santé à une dynamique de lutte contre le tabagisme. Quelque chose qui s'est progressivement implémenté en France, qui est à mon avis pas encore assez puissant, mais on a vu des sociétés savantes, pas forcément immédiatement proches de la santé publique, comme l'anesthésie-réanimation que je connais bien, qui ont implémenté des programmes d'induction de sevrage à un moment clé de l'histoire des patients, qui est notamment le moment de l'intervention chirurgicale. On sait qu'on peut influencer beaucoup mieux sur le sevrage dans des moments clés de la vie des personnes, en particulier les interventions chirurgicales, et donc en instituant le contact avec des responsables ou des spécialistes du sevrage, les anesthésistes réanimateurs pouvaient contribuer de manière significative à changer le parcours des fumeurs. Évidemment, les volumes sont conséquents, puisqu'il y a 10 à 11 millions d'anesthésies chez les adultes chaque année. Et donc, si vous prenez plus de 30% d'entre eux qui sont des fumeurs quotidiens, auxquels l'anesthésiste demande d'arrêter de fumer, pour les bienfaits de l'intervention chirurgicale et de la prise en charge, vous avez immédiatement rentré dans un parcours la possibilité de prévention et donc de prise en charge qui soit en faveur de la santé publique. D'autre part, dans le texte proposé par la Cour et donc mis en place par le ministère, il y a eu l'idée que les substituts nicotiniques puissent être prescrits par d'autres que des médecins, donc des infirmières, des kinés, d'autres types de professionnels pouvaient rentrer dans la logique de prescription. Et évidemment, ceci était extrêmement important pour réussir le sevrage. L'augmentation de la prise de conscience, c'est aussi le marketing social. Donc là, un gros travail de l'Agence nationale de santé publique autour de l'événement Moisson Tabac, et ceci donc dès 2016, première campagne Moisson Tabac, et avec des mesures qui ont été faites sur les tentatives de sevrage avant ou après le marketing social, et donc avant ou après la prise de conscience. Il y a même eu, cher Roger, des épisodes de Plus belle la vie avec Moisson Tabac, comme on s'en parlait tout à l'heure. Bref, ça a été assez loin dans la prise de conscience sociale, et avec l'idée qui était qu'on ne rentrait pas dans une logique négative, mais plutôt d'une initiative partagée avec une dynamique positive pour l'arrêt du tabac. Dans ce contexte-là, on a trouvé que c'était aussi assez intéressant de faire valoir le vapotage, et ça a été un combat pas immédiatement facile à gagner. La ministre de l'époque, Mme Touraine, n'étant pas extrêmement emballée par l'idée d'associer le vapotage à cette dynamique de prise en charge du sevrage. Et d'ailleurs, les premiers textes de la loi de santé sont ambigus de ce point de vue-là, puisqu'ils associent assez clairement le tabagisme et le vapotage. Et progressivement, une prise de conscience a fait que le vapotage est devenu un outil très important en faveur du sevrage tabagique. Et Roger se souvient du premier sommet de la vape où nous avons été ensemble pour essayer de discuter de cet aspect. Ce qui était intéressant dans la dynamique du vapotage, et on trouve bien cette question du changement de comportement et de la vision positive de ce que peut être une action de santé, c'est qu'en fait, le vapotage se présente comme une prise en charge par soi-même, pour soi-même, vis-à-vis d'une addiction. Donc il y a un combat qui est mené par celui qui tente de se sevrer, plutôt que de subir une interdiction ou de subir un traitement. C'est vraiment une dynamique très proche tout en gardant des proportions évidemment, mais très proche de ce que le monde associatif a connu à l'époque du VIH ou de ce type de pathologie, où le plaidoyer, la revendication étaient extrêmement forts et importants.
Et on sait aujourd'hui que donc, le vapotage a eu une contribution très très importante à ces réussites de Moi Sans Tabac et de ce marketing social. Juste pour bien marquer les esprits, une campagne Moi Sans Tabac, ça coûte 10 millions d'euros. Alors ça dure qu'un mois, c'est sûr, mais quand vous voyez le coût sanitaire en regard, c'est évidemment très efficient, très efficace, si on considère les chiffres qui vont suivre, qui sont ceux de la baisse du tabac enregistrée depuis 2016 et 2017 et qui s'est confirmée encore cette année. Donc avec 1 million de fumeurs quotidiens qui a baissé entre 2016 et 2017. Donc vous voyez, très vite après l'introduction à la fois, je dirais, du débat qui a accompagné le PNRT, puisqu'en fait le débat à l'Assemblée nationale a aussi donné lieu à des manifestations. Il y a eu des manifestations avec l'OMS pour les pays qui s'engageaient notamment autour du paquet neutre. Évidemment, il y a eu des manifestations autour du débat parlementaire, et vous vous en souvenez peut-être pas, mais le paquet neutre est passé à 2 voix, hein, ça a été très très tendu sur les bancs de l'Assemblée, qui était d'ailleurs tout à fait rempli au moment où le texte a été discuté. Mais ceci permet aussi une prise de conscience et un changement éventuel de vision de ce que peut être un produit. Donc en ça, on répondait vraiment parfaitement bien aux objectifs du rapport de la Cour. Et puis par tranche, des baisses importantes. Je pense qu'on peut signaler tout spécifiquement les sans-emploi, puisque vous voyez la prévalence en 2016 est de près de 50% chez les sans-emploi. C'est un sujet de préoccupation majeure, et avec une baisse de 6 ou 7% sur la période, donc c'est vraiment très important. Et vous savez qu'aujourd'hui, un sans-emploi a une espérance de vie qui est de 10 ans de moins qu'un homme ouvrier, qui lui-même d'ailleurs a 10 ans de moins qu'une femme cadre. Hein. Donc on a certainement, par l'intermédiaire de ces déterminants de santé spécifiques, le tabac, l'alimentation, l'activité physique, etc., on a certainement des éléments explicatifs sur ces différences de mortalité. Enfin, vous le voyez en contrepartie, augmentation de vente des traitements substituts nicotiniques, et puis baisse surtout des ventes, et la baisse des ventes a été en particulier enregistrée l'année d'après. Et donc on a, sous réserve du marché parallèle, des éléments qui laissent penser qu'il y a eu une conversion depuis l'utilisation de la cigarette vers d'autres éléments. Troisième axe très important et qui a été souligné par la Cour, qui est celui d'une nouvelle économie du tabac. Et en cela, on avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de réussir la possibilité de déterminer les prix du tabac. Le tabac a été déterminé, les prix du tabac étaient déterminés exclusivement par Bercy, jusqu'à la loi de modernisation du système de santé. Et grâce à un amendement scélérat, en réalité, puisque le gouvernement ne souhaitait pas faire changer cette pratique, pour être très très honnête, on a pu faire passer un amendement qui a précisé que les tabacs étaient déterminés à la fois par la direction de la santé et par Bercy. Et le gouvernement s'est prononcé avec la mention sagesse qui laisse faire quand la majorité est présente, et elle l'était pour ce sujet-là. Et donc ceci n'est pas mineur, puisqu'en fait en codéterminant les prix du tabac, on est capable aujourd'hui d'une part de mettre en route ces importantes augmentations du prix du tabac qui se sont implémentées dès le PLFSS 2018, mais aussi de pouvoir utiliser l'augmentation du prix du tabac et donc le différentiel enregistré chaque année vers un fonds de prévention, vers un fonds de lutte contre le tabagisme, donc, qui est installé à l'assurance maladie et qui est doté aujourd'hui de près de 500 millions d'euros avec une centaine de millions d'euros par an et dont la première campagne a été attribuée, peut-être François là pourra nous en parler tout à l'heure, mais a été attribuée l'année dernière avec des projets de recherche, du plaidoyer, des outils de communication, en particulier le renforcement de la campagne Moi Sans Tabac, etc. Alors quand on prend tout ça et qu'on regarde l'alcool, je vais aller un peu plus vite pour l'alcool, parce que c'était intéressant de montrer qu'on peut réellement utiliser un rapport et l'appliquer. Pour l'alcool, alors là, c'est la Bérésina, en réalité. Donc on a le même constat initial de l'absence de politique publique coordonnée, avec des éléments assez préoccupants sur l'incapacité à faire changer justement les comportements. Donc la Cour, en 2016, donc beaucoup plus tard dans le cursus, moi j'obtiens ce rapport à la fin de l'année 2016, on a donc 3 orientations qui sont déclinées en 11 recommandations. Donc élaborer un programme durable de lutte, équivalent du PNRT en réalité, changer les consciences et renforcer
et rénover l'impact des leviers d'action existants, c'est-à-dire au moins ceux qui existent, de pouvoir les faire fonctionner, comme la réglementation de la distribution, le lobbying et la publicité, la fiscalité, etc. En dehors du paquet neutre, il faut savoir que pour le tabac, on avait aussi beaucoup joué sur la publicité, et notamment sur la publicité sur les lieux de vente, qui a été interdite, puisque la publicité était déjà interdite en espace public, mais elle était autorisée sur les lieux de vente. Bon, vous le savez, pour comme pour le tabac, qui d'ailleurs dans les années 60, vous aviez des publicités qui étaient organisées et qui disaient « Mon docteur a choisi Marlboro ». Vous retrouverez ça d'ailleurs dans une série que je vous recommande qui s'appelle Mad Men, qui est tout à fait intéressante sur les agences de publicité nord-américaines à New York dans les années 60, en faveur de la publicité pour le tabagisme. Vous verrez que c'est un monde tout à fait intéressant. Et bien sur l'alcool, il y a eu beaucoup de choses qui racontaient tout et n'importe quoi, y compris le fameux French Paradox sur la réponse endothéliale au vin de Bordeaux. Dommage pour Bordeaux, mais bon, voilà, tout ça a été assez discuté après. Et là, le joli emoji que j'avais mis s'est transformé en un double carré noir, mais c'est pas grave, c'est pas si mal finalement. Alors, je pense que l'étude qui aujourd'hui est l'étude de référence pour qu'on pourrait appeler les quantités d'alcool positives ou non positives, c'est l'étude du Lancet. Je vous renvoie à ce site internet qui est l'IHME, qui est le site internet du Global Burden of Disease, qui est renouvelé tous les ans. Tous les ans, ils mettent les données à jour. C'est des données mondiales sur la santé et sur l'offre de soins, et où ils ont effectivement, avec une méthodologie que je ne vais pas détailler parce que ça me prendrait trop de temps, mais ils ont colligé, ils ont couplé des études pour sortir la phrase qui est la phrase qui fait mal et qui est à la fin, qui est que le niveau de consommation d'alcool qui minimise les risques pour ce qui est de toutes les différentes outcomes de santé, c'est 0. Voilà. Et donc, c'est ce que doit dire, à mon avis, une agence nationale de santé publique. Elle doit dire ce à quoi vous avez droit, c'est 0. Après, vous pouvez toujours en prendre un peu, c'est votre problème, mais il faut que vous sachiez ce que ça veut dire que de prendre de l'alcool. C'est comme descendre une piste noire en ski. Voilà, si, vous avez le droit de descendre des pistes noires en ski, mais si vous ne savez pas skier, ou si même si vous savez très bien skier et que vous allez très vite, vous allez vous casser la figure à un moment donné. Bref, aujourd'hui, on a une quasi-absence de prise en compte en matière d'alcool. L'idée même d'un programme national de réduction des consommations nocives d'alcool assorti d'indicateurs adéquats et d'une évaluation périodique a été totalement écartée. Et donc, je crois qu'on a là-dessus un gros travail à faire, et si honnêtement la différence est liée au fait que le rapport n'a pas été fait pour le Parlement, mais qu'il a été fait sur autosaisine de la Cour, si c'est ça la différence, c'est franchement dommage. Honnêtement, j'y crois pas. Je pense que le lobby national est encore plus important que celui des buralistes et de l'industrie du tabac qui, par définition, n'est pas présent sur le sol français. Et pour avoir vu la loi E20 en partie défaite pendant la discussion de la loi de modernisation du système de santé à l'Assemblée nationale, alors même que Marisol Touraine avait pris le soin de mettre aucune mesure relative à ce sujet-là, par un député de sa majorité, on voit que, évidemment, qui était d'une région favorable au tourisme énologique, on voit qu'effectivement, il y a là un sujet qui est quand même assez compliqué. Je termine par la vaccination parce que je trouve que c'est aussi un sujet très intéressant et qui concerne bien la santé publique. Ça n'a pas été un rapport d'évaluation de politique publique, mais un rapport très bien fait qui insistait sur le fait que les disparités, et tout le monde l'avait noté, le Haut Conseil aussi, les disparités en termes de législation étaient très préoccupantes pour la compréhension du vaccin, donc les vaccins recommandés versus les vaccins obligatoires, que ceci crée une situation de fragilité par rapport à l'acceptation de la vaccination et donc renforcer l'hésitation vaccinale, et que ceci donnait lieu à des discours qui étaient d'ailleurs aussi bien préoccupants de la part des Français, c'est-à-dire de la part des potentiels vaccinés, que de la part des vaccinateurs, des professionnels de santé. Il faut savoir qu'en 2010, sur une enquête européenne, la France a été le pays où l'hésitation vaccinale a été la plus forte. C'était le pays où la vaccination a été contestée de la manière la plus intense, et donc la perception négative la plus marquée, en particulier à l'égard de vaccins comme la grippe, le vaccin de l'hépatite B ou le vaccin contre le papillomavirus, et qu'il était effectivement temps de faire un certain nombre de choses.
Donc le gouvernement précédent a travaillé sur cette question du débat public autour du vaccin, après avoir eu un rapport parlementaire de Sandrine Hurel. Donc là, on voit l'intérêt d'un rapport parlementaire aussi, conjugué avec un rapport de la Cour des comptes sur la vaccination. Et donc c'est Alain Fischer qui a fait une concertation citoyenne, qui a fait parler et qui a permis d'introduire, à la fin de 2017, c'est-à-dire en septembre 2017, une mesure pour la loi de financement de la sécurité sociale, donc qui était une mesure législative qui étendait les 3 vaccinations obligatoires à 8 valences de plus pour atteindre 11 valences, et donc qui incluait en réalité tous les vaccins du calendrier du nouveau-né et du petit enfant, ce qui amenait effectivement des vaccins au-delà de la diphtérie, tétanos, polio à être impliqués dans ces sujets. Il faut savoir qu'à l'époque, les 3 en question ont été inclus dans un hexavalent le plus fréquemment, c'est-à-dire avec 3 autres valences de vaccination, et que ça crée une confusion d'avoir au sein d'un même vaccin aussi bien des obligatoires que des recommandés, et que ça faisait l'objet de situations un peu complexes pour celui qui avait la responsabilité de la vaccination, en particulier le parent. En fait, ce qui est vu dès janvier, c'est une remontée des ventes, c'est assez logique, mais de façon plus intéressante. Et le premier rapport sur la couverture vaccinale sera rendu par Santé publique France à la fin de cette année. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a déjà une extension des vaccinations dans des champs qui ne sont pas ceux de la loi. C'est-à-dire, en réalité, la loi, c'est les enfants nés en janvier 2018 qui doivent bénéficier de ces vaccinations pour rentrer en milieu scolaire et donc dans les milieux de collectivité. Et en fait, on a des enfants qui aujourd'hui sont nés avant 2018, qui sont vaccinés par leurs parents, c'est-à-dire qu'il y a une récupération de vaccins, et puis des vaccins, même comme le papillomavirus, qui voient aujourd'hui leur taux augmenter en termes de couverture. C'est modeste, mais ça commence. Et donc c'est typiquement un effet de halo qui correspond réellement à une prise de conscience et une prise de confiance de la part des Français par rapport à ce sujet de la vaccination. Et donc au-delà donc, de cette première évaluation de la vaccination, la Cour a réémis des recommandations nouvelles, qui sont d'ailleurs en partie appliquées aujourd'hui, qui sont la généralisation du carnet vaccinal électronique, qui est de revenir sur la suspension de l'obligation de vaccination contre la grippe vis-à-vis des professionnels de santé. Ça, c'est pas fait, mais vous le savez, le décret d'application est déjà prêt, et c'est un décret qui avait supprimé cette obligation qui existait déjà, et ce décret, il peut être à nouveau lui-même contrefait ou défait par un décret qui est déjà prêt. L'application est simple. Et en fait, le décret précédent avait été défait puisque la loi indiquait que l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé avait pour objectif de les protéger d'eux-mêmes. Et en fait, cette loi ne prenait pas en compte ce qu'on appelle la vaccination altruiste, qui est effectivement de s'intéresser aux patients qui sont en proximité du professionnel. La loi de 2016, donc la loi de modernisation du système de santé, l'a réintroduite, cette obligation vaccinale à caractère altruiste, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut revacciner les professionnels de santé contre la grippe par une mesure d'obligation, de telle sorte qu'ils puissent protéger notamment les nouveau-nés en crèche, les sujets en EHPAD, etc. Il suffit juste de le vouloir. Voilà, je termine, j'ai été un peu long, mais on a eu quelques bricoles techniques. Je crois que le point important, c'est qu'il y a une évaluation qui est totalement indépendante, et ça en fait une valeur clé. Très certainement, la méthodologie aujourd'hui est très lourde, et d'ailleurs, elle n'est pas forcément parfaitement respectée, et toutes ces notions d'efficacité et d'efficience ne sont pas toujours au rendez-vous, parce que les données ne sont pas forcément faciles à récolter. L'intérêt du comité de parties prenantes autour est sans doute un bon sujet, mais il rend aussi les réunions lourdes et plus lentes à se mobiliser. Et donc il y a une proposition donc, qui est en cours aujourd'hui, on verra l'intérêt que ça peut représenter, d'aller vers plutôt des évaluations simplifiées, donc des dispositifs moins lourds sur le plan méthodologique, qui auraient pour mérite de donner plus de matière utilisable pour ceux qui veulent organiser les politiques publiques. Je crois qu'il manque aussi un point, puisque j'ai montré les organisations qui sont impliquées par l'évaluation des politiques publiques en France, je pense qu'il manque aussi un peu de coordination entre les différentes organisations qui font de l'évaluation des politiques publiques, même si elles ne le font pas forcément avec le même esprit ni avec le même niveau. Alors c'est vrai que
En règle générale, la Cour essaye d'éviter de rentrer dans des champs qui sont, par exemple, explorés par l'IGAS ou par le Haut Conseil, mais je pense qu'un peu d'articulation nationale serait sans doute intéressante. C'était un peu l'esprit du président Macron lorsqu'il a décrété le printemps de l'évaluation, mais d'autres crises sont passées après qui nous ont un peu éloignés de ce sujet. Voilà. Merci beaucoup.